Revoici. Salut Ems, comment tu vas? Ah, Comme vous le voyez, moi ça va. Je suis en pleine forme, c'est vraiment. Je crois que mon cerveau a perdu 50% de ses capacités. Donc, petit bout d'histoire textuelle. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ben, c'est très simple. En prévision de l'interview de Raphaël Lucas qui aura lieu, je le rappelle, ce vendredi 23 à 18 h. Pour rappel, ouais, c'était prévu déjà une date antérieure qui a été annulée puisque invité malade et donc report. Donc, bloquez la date si vous ne l'avez pas déjà fait. Vendredi 23 juin, interview de Raphaël Lucas qui est l'auteur de Enquête des livres dont vous êtes le héros. C'est un ouvrage qui fait grand bruit pour le moment dans notre petite communauté de fans absolus. Nous sommes des fans absolutistes. Et donc, cet ouvrage fait grand bruit, en bien, en moins bien. Voilà, ça enflamme en tout cas les discussions, ça pose question. Certains se demandent s'il faut acheter le bouquin. Voilà, ceux qui se demandent s'il faut acheter le bouquin ou pas, ils peuvent tenter leur chance et venir vendredi. Il y aura un bouquin offert. Voilà. Précision, bouquin avec la couverture standard. Voilà, parce que la couverture spéciale est déjà en rupture de stock. Donc, de toute façon, voilà, là, ils n'en ont plus. Mais voilà, un bouquin offert généreusement par les éditions Third ce vendredi 23 juin entre 18h et 19h30, du coup, puisque c'est le temps imparti pour l'interview. Tu seras chez le dentiste. Mais je l'emmerde, ton dentiste. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un petit bout d'histoire textuelle. Nous allons ouvrir ensemble un bouquin qui pèse son poids, hein, qui est celui-ci. L'histoire avec un L majuscule suivi d'un H minuscule, c'est dommage. Moi j'aime bien l'histoire avec un H majuscule, j'aime bien. L'histoire du RPG passé, présent et futur de Raphaël Lucas, bah, le même auteur, hein, forcément. Pourquoi est-ce qu'on va parler de RPG aujourd'hui? On va pas vraiment parler de RPG, on va plutôt parler des connexions entre le jeu d'aventure textuel, en somme le jeu vidéo, et le livre dont vous êtes le héros. En gros, on va parler d'arborescence. Et ça va être chouette. Donc l'idée, c'est de lire un extrait commenté. Alors comme l'ouvrage est assez lourd, je vais m'amuser, mais on va y arriver. Alors ça parle de dentiste. Enfin, moi j'en sors du dentiste, enfin pas aujourd'hui, mais j'ai eu 2 rendez-vous récemment avec une jolie note. Alors bon, c'est en grande partie remboursé, mais bon, quand même, il faut les sortir sur le moment, c'était assez pénible. L'avantage, c'est que, contrairement au bouquin des éditions Third, celui-ci, chez Pixel Love, a eu la chance d'avoir des illustrations. Parler de jeux vidéo sans avoir d'illustrations, c'est plutôt hardcore. Déjà, parler de livres dans le héros sans avoir les illustrations, c'est un peu dommage. Parce qu'il y a certains concepts dont on aurait bien voulu quand même avoir un visuel. Mais alors là, parler de jeux vidéo sans illustration, pour moi, c'est relativement suicidaire. Ça a beau parler d'RPG, évidemment, ça traite aussi de jeux de rôle. Hein. On voit ici la couverture du White Dwarf, hein, qui est un magazine. Ça parle de jeux de rôle. Hein. On voit avant Charlemagne, Donjons et Dragons, évidemment. Oh, qui voilà. On a Steve Jackson et Ian Livingstone qui ont entre les mains des bouquins de Donjons et Dragons, puisque c'était, via leur société Games Workshop, c'était les distributeurs officiels et uniques de Donjons et Dragons en Angleterre et en Europe. En tout cas, pendant un moment. Tout ça est évidemment relaté plus amplement dans le bouquin Enquête des livres dans le Pérou, justement, et je suppose que ils en parlent eux-mêmes encore plus abondamment dans leur espèce d'autobiographie d'Iceman, dont je vous avais aussi un peu parlé. Ils sont partout. Ian Livingstone est tentaculaire. Mais oui, c'est ça. C'est peut-être aussi parce qu'on se renseigne beaucoup qu'on les voit partout. Alors, ici on est à la page 54. On est dans la partie histoire du RPG, donc ce qu'il y a avant l'apparition des premiers RPG.
ou en tout cas comment certaines personnes en arrivent à développer quelque chose qui ressemblera à un RPG. Et parmi les sources d'inspiration notables et primordiales, en fait, on retrouve les livres dont vous êtes le héros et, si j'ai bonne mémoire, plus particulièrement la série Sorcellerie. Alors, d'ailleurs, il en reparle, Sorcellerie, dans Enquête des livres dont vous êtes le héros. Il dit que c'est un peu la... Je sais plus quelle expression il utilise, mais il dit que c'est vraiment la pierre angulaire quoi, du genre. C'est un peu le Tolkien. Voilà, je crois qu'il dit que c'est le Seigneur des Anneaux du livre dont vous êtes le héros. Je crois il dit quelque chose comme ça. Pour dire que c'est un peu la référence ultime du genre. Et je pense que pas mal d'entre vous seront assez d'accord sur le fait que c'est vrai que Sorcellerie, c'est une série qui est exemplaire tant sur son background que sur son narratif et sur son gameplay. Parce que c'est vrai qu'il fallait, il fallait le faire, quoi. Surtout à l'époque, quand on connaît le contexte dans lequel vivaient Livingstone et Jackson quand ils ont commencé, et vu les contraintes qu'ils avaient, les contraintes d'écriture qu'ils avaient, la cadence à laquelle ils devaient sortir des bouquins, puisque ça marchait tellement bien, chapeau d'avoir sorti une collection comme Sorcellerie, qui est vraiment du top niveau, quoi. Alors moi, j'ai envie de démarrer en force, voilà. Ici, c'est son petit chapitre, les artisans anglais. On est dans un chapitre plus large. Je vais peut-être vous retrouver le nom du chapitre de base. Hein. Comme ça, on sait dans quoi on est. On sait qu'on est dans l'histoire. Ici, il y a pas mal de couvertures de jeux de rôle. Hein. On a RunQuest, Appel de Cthulhu, Empire of the Petal Throne, qui est un jeu de rôle méconnu, mais qui à l'époque était assez réputé. Chainmail, l'ancêtre de Donjons et Dragons, une photo de Dave Hanson, si j'ai une mémoire. Voilà, j'essaie de retrouver le... Donc il retrace vraiment aussi l'histoire du jeu de rôle. Hein. C'est vraiment pas mal. Déjà, avant les bouquins qu'on a aujourd'hui sur l'histoire du jeu de rôle, qui sont quand même bien, lui déjà à l'époque, je crois que c'est en 2014, le bouquin 2013-2014, il a déjà des bonnes infos et une bonne synthèse de l'histoire du jeu de rôle pour ceux que ça intéresse aussi. Donc fatalement impossible de parler de RPG vidéo sans parler de JDR papier. Hein. Voilà, chapitre 1er, dans l'antre des sorciers, c'est ainsi qu'il l'avait appelé. Voilà, dans l'antre des sorciers. C'est extraordinaire parce que la couleur de la page, là vous voyez un truc grisâtre, mais en fait c'est un peu bleu turquoise. Ça a exactement la même couleur que les parois du lit du petit qu'on a acheté l'autre jour. C'est incroyable. Bon, on est dans la partie qui touche au livre dont vous êtes le héros. Et on va attaquer direct. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir le contexte. On sait que c'est le chapitre qui parle de l'histoire du RPG, qui fait allusion au jeu de rôle et au livre dont le héros, et on va attaquer direct. Il appelle ça les artisans anglais. Alors, revenu à la mode dans les premières années du XXIe siècle, et très présent par l'influence qu'ils ont exercée dans les mécaniques de choix des RPG actuels, voilà, on est déjà dans le théorique direct, les livres dont vous êtes le héros, écrits entre guillemets, et en parenthèse précision LDVELH, livre-jeu ou gamebooks en anglais, ne sont pas à proprement parler une nouveauté lorsqu'en 1982 paraît chez Puffin Books Le sorcier de la montagne de feu, des fondateurs de Games Workshop, Ian Livingstone et Steve Jackson. On va pas vous reciter les références, on les connaît maintenant, on sait bien que c'était pas le premier livre du genre. Mais donc, le concept d'une histoire faisant reposer son déroulement sur le lecteur émerge en 1941. Attention, hein, on est en 2014, hein, attention. Dans deux nouvelles de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, Examen de l'œuvre d'Herbert Quint et Le jardin au sentier qui bifurque. Des livres à embranchement commencent à apparaître à la fin des années 50. Là, on est dans la tambouille, parce qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. C'est mon ressenti. Hein, voilà, on fait du micmac. Voilà, c'est un peu cette impression-là. Mais on est en 2014. On va dire que c'est excusable. Voilà, des livres à embranchement commencent à apparaître à la fin des années 50 aux États-Unis et en Grande-Bretagne, mais il s'agit de méthodes d'apprentissage. En fonction de ses réponses, l'élève est renvoyé à des pages différentes lui permettant soit de poursuivre son apprentissage, soit de lire des explications sur ses erreurs. Je suppose qu'il fait référence à Tutor Text. Il le cite dans Enquête des livres dont vous êtes le héros, sans l'inclure dans sa chronologie, c'est-à-dire qu'il y fait référence pour dire, voilà, en fait, avant, il y avait ça, mais il ne l'inclut pas dans sa chronologie.
Et nous, on en avait parlé, hein, quand je vous avais lu mon histoire, on avait parlé aussi des tuteurs textes, et je pense qu'il y avait la couverture qui était absolument à chier. Euh, Enfin, bouquin plutôt scolaire d'époque, quoi, des années 50. Euh, c'est apparemment toutefois, à l'ouvroir de littérature potentielle, ou LIPO, fondé en 1960 par le mathématicien François Le Lyonnais et l'écrivain Raymond Queneau, que l'on doit les premières tentatives littéraires de récits à embranchement avec un conte à votre façon, 1967. Voilà, c'est encore le mythe que, voilà, manque d'informations à ce moment-là. Déjà, dans 100 000 milliards de poèmes, et ça recommence, 1961, ce même Raymond Queneau permettait au lecteur de composer ses propres sonnets en combinaison. On vous avait montré tout ça, on va pas y revenir. Les sonnets qui se combinent, enfin les vers, on peut faire plein de 100 000 milliards de poèmes possibles en mélangeant les vers dans l'ordre qu'on veut. Euh, voilà, ici il parle, bon je ne veux pas vous lire tout dans le détail, parce que ça c'est des infos qu'on a déjà eues, voilà. Il parle de 67, Lucky Les, voilà, avec le chat pirate, là, voilà. Il parle de 76 Sugarcane Island, le classique qui est ici en couverture à Sugarcane Island, qui est le classique d'Edward Packard, hein, le premier Choose Your Own Adventure, paru en 76, mais écrit bien avant, hein, fin des années 60 aussi. Euh, voilà, il le dit, hein, serait né dans les années 60, un soir, il se trouve à court d'idées dans les histoires qu'il improvise pour ses deux filles à l'heure du coucher, il sollicite leur avis en vue d'imaginer la suite. C'est en vue de proposer deux idées contradictoires, il invente alors deux suites différentes pour chacune d'elles. Ça, cette petite précision-là, elle est sympa. Mais on ne la retrouve pas dans Enquête de... Je trouve ça dommage. En réponse à l'enthousiasme manifesté par ces deux filles, il se demande s'il ne serait pas possible d'écrire un livre pour enfants entièrement sur ce principe. C'est ainsi qu'en 1969, il rédige à la deuxième personne le récit de The Adventure of You on Sugarcane Island. Après avoir essuyé 9 refus d'éditeurs, il jette l'éponge en 1970, reprendra néanmoins son démarchage 5 ans plus tard, cette fois avec succès. Voilà. Et là, il pose le contexte, il dit, voilà, on est dans le récit en branchement, une collection à succès chez Your Adventure, ça, je ne vais pas vous lire ça dans le détail, on a lu, relu et revu ce genre d'infos. Plus de 250 millions de livres vendus, voilà, sur une vingtaine d'années. C'est bien sûr la référence américaine. Alors, pour beaucoup de joueurs, surtout en Europe, ce n'est pas toutefois cette série qui va compter, trop enfantine, trop simple et sans règles. L'intelligence de Ian Livingstone et Steve Jackson est d'avoir ciblé un public d'adolescents, voire de jeunes adultes, avec Sorcellerie, et d'avoir su surfer sur la vague de l'heroic fantasy en même temps que sur l'émergence du jeu de rôle. Contrairement au livre de la série Choose Your Own Adventure, la production de Livingstone et Jackson inclut des règles pour gérer les affrontements et intégrer au récit une part aléatoire. Et ça c'est important pour le rapport avec les jeux vidéo. Donc on est dans l'explication que l'originalité de Jackson et Livingstone par rapport à Choose Your Own Adventure, c'est d'implémenter des règles. Des règles et de cibler un public ado, voire jeune adulte. Et ça, il y revient dans Enquête des livres de l'heureux, il y revient en expliquant clairement que Sorcellerie était bien paru dans la branche adulte. Hein, pour rappel, c'est un peu comme Gallimard avec Folio Junior, Penguin Books avec Puffin. Puffin, c'est la branche enfant. Les livres de l'héros paraissent d'abord chez Puffin. Et puis après, Sorcellerie, il paraît chez Penguin, si j'ai bien compris. Donc dans la section adulte. Et donc c'est ça qui est important, c'est le fait de surfer sur la fantasy, donc qui est dominante quand même à l'époque, même si la science-fiction continue à avoir son succès, c'est quand même la fantasy qui domine largement dans la littérature, dans le cinéma, dans ce genre de choses, et dans le jeu de rôle. Et donc c'est en 1980, lors du Games Day de Games Workshop, que s'est joué le destin de Fighting Fantasy, alias Défi Fantastique. Penguin Books comptait cette année-là, parmi les exposants, avec à son stand l'éditrice Geraldine Cook. Voilà. Un nom qui apparaît très souvent. Je lui ai dit, mais là, on ne sait pas qui parle. Comme d'habitude, c'est quand il cite quelqu'un, on ne sait jamais qui c'est qui parle avant d'avoir terminé.
C'est Steve Jackson, probablement. Regarde autour de toi. Tout ce qui a trait au jeu de fantasy est en train d'exploser en ce moment. Il faut en profiter maintenant. Par contre, Steve Jackson. Elle m'a répondu, écrivez-moi un synopsis et je verrai ce que l'on peut faire. L'idée première sur laquelle s'accordent les auteurs et la maison d'édition est simple, à savoir proposer un ouvrage qui répondrait aux questions essentielles. Quelles règles, comment organiser une partie. En gros, il explique que c'est le moment où on va vouloir rédiger un ouvrage pour expliquer les règles de Donjons et Dragons. Et on sait que c'est comme ça que Sorcier de la Montagne de Feu est né, finalement. Donc, au cours de la rédaction du livre, Jackson et Livingstone se rendent compte de son caractère rébarbatif. Et puis, il y a cette autre idée, ce concept original dont l'idée les travaille depuis plusieurs mois, un jeu de rôle en solo et à choix limité. Loin de satisfaire Geraldine Cook, le concept soulève des questions. L'idée d'une adaptation sous cette forme du Seigneur des Anneaux de Tolkien est même lancée. Heureusement qu'on ne l'a pas fait, explique Livingstone. Nous n'aurions pas eu les droits pour Fighting Fantasy. Bah oui, Seigneur des Anneaux, c'est un peu comme Tintin. En fait, non seulement le travail à ce projet aurait supposé de négocier les droits d'exploitation avec la famille Tolkien, mais il aurait peut-être tout bonnement empêché la création de la collection Fighting Fantasy. Bah oui, évidemment. La forme soulève également des difficultés aux yeux des dirigeants de Penguin Books, avec ces illustrations qui feront s'envoler les coûts d'impression, alors que les retours sur investissement sont loin d'être assurés. Bah oui. Les livres-jeux Seigneur des Anneaux existent et sont partis. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas été traduits en français, ceux-là. Effectivement, il y en a eu. Il y en a eu. Je ne sais absolument pas ce qu'ils valent, mais je te crois sur parole. Alors, oui, donc les illustrations qui font facilement grimper les prix. À l'époque, ils ne savaient pas quel succès ça allait avoir et ils se demandaient si ça n'allait pas être un gouffre financier, quoi, en gros. Alors, en réponse à ces objections, les deux auteurs proposent alors d'allonger les textes. Descriptions de lieux et de monstres prennent le pas sur l'image, mais prolongent d'autant la rédaction du premier ouvrage écrit à quatre mains par Livingstone et Jackson. Bon, à la demande de l'éditeur, Jackson devra en outre réécrire tous les paragraphes de Livingstone au style moins travaillé. Ils avaient aussi utilisé chacun leurs propres règles, ça il y revient dans l'autre bouquin, il explique qu'ils avaient chacun utilisé leurs propres règles, et que, effectivement, Jackson, sur la fin, a dû réécrire pour uniformiser l'ouvrage. Alors, Fighting Fantasy échoue finalement chez Puffin, la branche jeunesse de Penguin. Pour Steve Jackson, Penguin aurait été un choix parfait, vu l'âge des joueurs, étudiants ou lycéens qui se passionnaient déjà pour les jeux de rôle. Mais Puffin avait ses clubs scolaires et des possibilités de promotion beaucoup plus importantes que celles de Penguin. Sort donc le Sorcier de la Montagne de Feu. En 82, alors que le jeu de rôle papier commence à émerger auprès du grand public, il s'agit d'une petite révolution. Plus besoin de réunir une équipe de joueurs, 2 dés, un crayon, une gomme et une feuille de papier suffisent pour partir à l'aventure. Si l'idée était dans l'air chez tous les éditeurs de jeux de rôle, ce sont Jackson et Livingstone qui ont réussi à lui donner vie de la manière la plus efficace en piochant dans les mécaniques de jeu d'aventure textuels sur ordinateur, ainsi qu'en inventant un langage ludique bien à eux. Et ce langage ludique, c'est renvoi à un autre paragraphe numéroté après chaque décision. Choix donnant l'illusion d'une certaine liberté d'action, récit à la deuxième personne, vous, sous-tendant l'idée d'un dialogue constant entre le livre, qui fait office de maître de jeu, dit-il là ici, et le joueur, et surtout, représentation à la première personne de chaque scène, illustré. Et ça, il en reparle abondamment. Je trouve que ça, c'est bien d'avoir mis un petit focus sur l'illustration. C'est vrai qu'il y a un gros travail. D'ailleurs, ils avaient des consignes précises, les illustrateurs, quand ils travaillaient pour Fighting Fantasy. C'était vraiment de travailler cet aspect d'immersion à travers l'illustration pour que le joueur soit vraiment, comme dans un jeu vidéo, finalement, à la vue en la première personne, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Et donc ici, voilà, premier point que je trouve intéressant et sur lequel il faudrait peut-être le questionner vendredi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien envie de lui demander d'approfondir cette idée selon laquelle il dit, voilà, leur donner vie de la manière la plus efficace en piochant dans les mécaniques de jeux d'aventure textuels sur ordinateur. Donc selon lui, Livingstone et Jackson, quand ils ont écrit Sorcier de la Montagne de Feu, ils ont délibérément été inspirés par
le jeu d'aventure textuel. Il dit aussi dans Enquête des livres dont d'être le héros, ça ne le reprend pas ici parce que c'est pas le propos, mais il approfondit et il dit que en lisant entre les lignes, les interviews, les déclarations ou quoi, il se rend compte que non seulement il connaissait le jeu de rôle solo, le fameux Buffalo Castle, hein, qui est le premier donjon solo basé sur le jeu de rôle Tunnel et Troll, hein, qui est un vieux jeu de rôle, le deuxième jeu de rôle en fait finalement après Donjons et Dragons. Et moi, vous vous souvenez, je vous avais dit que Buffalo Castle, ok, scénario de jeu de rôle à jouer seul, ok, mais pas livre dont vous êtes le héros, pour moi, c'est pas dans la lignée. C'est pas dans la... Pourquoi? Parce que c'est un scénario à jouer seul, et pour savoir y jouer, il faut consulter les règles qui sont dans le bouquin de base du jeu de rôle. Donc c'est plus un supplément du jeu de rôle qui permet de s'exercer seul au jeu, ou éventuellement d'y prendre plaisir seul si on peut vraiment pas le faire avec ses amis, mais c'est vraiment un désespoir de cause. Mais je pense que c'était surtout une espèce de kit d'entraînement pour se familiariser avec les règles. Et j'avais dit, bon, mon point de vue, c'est que c'est pas directement dans la lignée, même si ça veut pas dire qu'historiquement, c'est pas intéressant à prendre en compte. Quand on retrace l'histoire du récit arborescent, bien entendu qu'on est dedans. Exactement comme on le fait avec les jeux d'aventure textuels ici. Fatalement, il y a des liens à faire. Et donc, selon lui, il connaissait, et quand il en parle, parfois, sa langue fourche, et il reprend, il reparle de Buffalo Castle, et comme si ça lui avait trotté dans la tête, comme si c'était resté dans sa tête, et que fatalement, ça avait joué, ça avait pu l'influencer dans l'idée. Qui se référait à Livingstone. Donc c'est intéressant ici voilà, de bien se rendre compte, c'est ces éléments-là qui sont super intéressants, je trouve, quand on veut retracer l'histoire du livre-jeu, c'est de savoir mais où sont les liens et qui influence qui. Et c'est parfois difficile, je suppose, de retrouver la trace, surtout quand les personnes intéressées ne se rappellent pas, ou font semblant de ne pas se rappeler, et ça complique la tâche. Ici, il y avait vraiment un petit travail de journalistique sympa, je trouvais, d'avoir amené cette conclusion-là. Et ici, il affirme qu'ils ont pioché dans le jeu d'aventure textuel, sur ordinateur, voilà. J'ai pas souvenir de ce qu'il fait avec cette information dans l'autre bouquin, sur lequel on va l'interviewer. J'ai pas souvenir vraiment de comment il redécortique ce truc-là. Il parle beaucoup moins des jeux vidéo dans l'autre bouquin. Donc c'est pour ça que justement, je voulais apporter celui-ci en complément. Hein. Donc intéressant. Moi, je pointerai ce truc-là et je lui en reparlerai vendredi. Alors, donc, sous-tendant l'idée de voilà, dialogue constant, le livre, le maître de jeu, etc. Donc, cette idée de dialogue constant, d'interaction, mais il ne le dit pas, il n'emploie pas le mot interaction. On avait vu l'autre fois avec Martin qui était passé sur le chat que le mot interactivité, interaction était avait été un peu utilisé à tort et à travers, qu'effectivement on était assez du même avis sur la question que... voilà, d'ailleurs ici, il ne parle pas d'interactivité. Alors, le succès est immédiat et l'équipe d'auteurs s'élargit, Livingstone et Jackson ne pouvant répondre à eux seuls au volume des commandes de Puffin. Ça, il détaille en très large dans Enquête. Hein, vraiment, il détaille fort. Pour Jackson, ceci est l'occasion d'expérimenter avec la forme et les genres, de s'écarter à chaque essai du modèle original et de sa trop classique fantasy. Et là, il cite la Galaxie Tragique, Le Manoir de l'Enfer, Rendez-vous avec la MERT. Et c'est vrai qu'on sait, pour ceux qui ont l'habitude, hein, c'est vrai que les ouvrages de Jackson, comparés à ceux de Livingstone, qui sont relativement répétitifs au niveau de la forme One True Pass, de la forme labyrinthique, et du gameplay de manière générale, Jackson essaye toujours d'avoir une petite innovation à chaque tentative, quitte à se planter et à trouver au final que c'est trop compliqué, comme la Galaxie Tragique. Ça, il y revient dans Enquête en disant que après coup, il s'est dit que c'était peut-être allé trop loin dans l'originalité du gameplay et que c'était trop holistique. Voilà. Mais effectivement, il invente des petites règles supplémentaires. Malheur de l'enfer, on a la peur. Rendez-vous avec la MRT, on a un changement de background parce qu'on a des super-héros. Bon, voilà. Et donc, les illustrations, dit-il aussi, reprennent même l'esthétique des comics dans le Rendez-vous avec la MRT. La créature venue du chaos, voilà, fait du joueur un monstre qui apprend peu à peu le langage humain. Ben oui. Enfin, impossible de ne pas citer Sorcellerie, inspiré par un trek au Népal. Ça, il y revient aussi dans Enquête.
Peut-être le livre dont vous êtes le héros le plus mémorable, puisqu'on y incarne au choix un sorcier ou un guerrier, et que l'histoire se déroule sur pas moins de 4 longs volumes, avec répercussion d'un épisode à l'autre, des choix, réussites et échecs du joueur. La plupart des éditeurs s'engouffrent dans la brèche. La série de fiction interactive sur ordinateur Zork, là il change complètement de cap, est adaptée sous la forme de 4 livres-jeux, publiés en 1983 et 84, écrits par Steve Meretzky, l'un des auteurs clés d'Infocom, éditeur du jeu vidéo éponyme. Plus tard, à la fin des années 80, on voit apparaître des Nintendo Adventure Books. Je pourrais vous montrer ça. Mettant en scène Mario ou Link dans des livres-jeux oscillant entre choix et mini-jeux de réflexion. Parmi les titres originaux, la série The Way of the Tiger de Mark Smith et Jamie Thompson paraissent de 85 à 87, narre les aventures d'un ninja dans le Japon féodal, blablabla, ok, il parle de Fablelands, Dave Morris, voilà. Alors, il cite Fablelands, pourquoi? Parce que proposant des volumes interconnectés dont chacun représente une partie de l'univers à explorer. Donc voilà, ça, maintenant on connaît grâce à Alconost aussi, hein, qui édite la version française. Mais oui, Fablelands, c'est effectivement des volumes entre lesquels on peut voyager. Voilà, c'est une espèce on compare ça souvent à une espèce de monde ouvert du livre-jeu. Maintenant, est-ce que c'est pertinent en termes de gameplay? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ça, c'est une autre question. Mais il y a cette liberté-là qu'ils essayent d'avoir. Voilà. D'ailleurs, il le dit, hein, un peu à la manière d'un monde ouvert. Aux États-Unis, Gary Gygax coécrira lui-même certains livres-jeux, notamment avec Flint Deal, la série Saga The Barbarians, qu'on n'a jamais connu en français non plus. Autre preuve du succès des livres dont vous êtes le héros, auprès d'une tranche d'âge, plusieurs publications destinées aux enfants proposent à l'époque des bandes dessinées dont vous êtes le héros. On a Taram et le Marais des Sortilèges dans le journal Mickey. Taram et le Cristal des Monts Perdus, ok, ça c'est de l'archivage, de l'archéologie. Ces deux récits accommodent l'univers et le héros de Disney aux mécaniques narratives des livres dont vous êtes le héros. Les ventes en librairie sont telles que de nombreuses adaptations sur micro-ordinateur voient le jour, principalement sur ZX Spectrum, la machine anglaise des années 80, par excellence. Une trentaine d'années plus tard, c'est sur iPad ou Android que Blood of the Zombies, Sorcery ou encore des versions françaises du Malheur de l'Enfer ou de La Forêt de la Malédiction trouvent leur public. C'est un peu confus parce que dit comme ça, on a l'impression que c'est Taram qui a été adapté sur ZX Spectrum. Je pense que c'est le concept du livre dont vous êtes le héros. Voilà. Donc au départ, il dit dans le livre dont vous êtes le héros, on a pioché dans le jeu textuel. Mais après, il dit surtout que c'est le jeu vidéo qui a sorti des adaptations de récits arborescents. Pourquoi? Probablement parce que ça se mettait bien, parce que ça se combinait bien, ça s'implémentait bien dans leur propre système, quoi. Et donc, faudrait éclaircir ce mystère. Est-ce que vraiment, lequel est la poule et lequel est l'œuf, quoi, dans l'histoire? Alors, c'était une lecture qui amenait au-delà de la lecture, déclare à propos des livres dont le héros le game designer Jean-François Dugas, de Deus Ex Human Revolution. Les mondes étaient engageants, accrocheurs, il y avait ces choix très primitifs, c'était les premiers pas vers un divertissement interactif grand public. Le mot est lâché. Alors que seules les fictions interactives sur des ordinateurs coûteux le faisaient jusque-là. Donc, ici, il y a clairement une préhistoricité de la fiction interactive sur ordinateur. On se sentait en contrôle. Les game designers travaillent encore sur la base de ces idées aujourd'hui, à une différence près, le syndrome Dragon Slayer. Aujourd'hui, on ne peut pas tuer le joueur parce qu'il n'a pas pris la bonne direction. On essaye de rendre ça plus fin, plus créatif. C'était frustrant, oui, mais c'était magique. Et puis, on plaçait ses doigts sur plusieurs pages pour garder les numéros précédents à portée de doigt en cas de mort inattendue. C'était comme une sorte de sauvegarde préhistorique physique. Alors, cette histoire de doigts, il vous la sort à toutes les sauces. Ça m'a fait chier. Mais bon, ça, c'est
Ça, c'est bon, c'est une question de sensibilité, une question, voilà. C'est pas un jugement. Moi, ça m'a sorti par tous les trous. Mais voilà, ceux qui mettaient les doigts dans les bouquins pour écarter les pages et se servir. Moi, je mettais des marque-pages personnellement, mais bon, ceux qui mettaient les doigts, pourquoi pas, voilà. Loin d'être de simples jeux pour enfants, les livres dont vous êtes le héros, il divise même le nombre de chapitres de son bouquin en nombre de doigts, hein. Tout est basé sur l'histoire des doigts, hein. C'est vraiment, ça a été loin cette histoire. Sans doigt, lire sans doigt, c'est compliqué. Bah oui, évidemment. Alors, loin d'être de simples jeux pour les enfants, les livres dont vous êtes le héros ont initié toute une génération au jeu de rôle. Ils témoignent également d'une mutation en profondeur, alors que les jeux de rôle papier qui supposent de réunir plusieurs joueurs intègrent une dimension sociale. Ces livres-jeux promeuvent de leur côté une activité solitaire, même si on l'a vu notamment dans la publicité que... pardon, c'est pas une publicité, c'était un reportage qu'on avait revisionné à une occasion. On voit quand même que à l'époque, c'était pas spécialement dit que les enfants lisaient ça tout seuls. Ils pouvaient aussi inviter leurs copains, et il n'y avait pas besoin forcément de faire les terres de légende, enfin l'épée de légende avec plusieurs héros, pour se retrouver à plusieurs et faire les choix ensemble. Il y avait un qui lisait, parce qu'il lisait peut-être mieux que les autres, et qui donnait mieux l'ambiance, et puis les autres qui proposaient des choix, et ils jouaient ensemble. Je pense qu'il y avait ce côté social quand même qui était là. Même si, évidemment, une fois que l'enfant était seul, il pouvait y retourner sans problème, quoi. Euh, Alors, et qu'importe que dans les cours de récréation, on se les échange ou on se les prête, c'est seul que l'on affronte les horreurs de l'épreuve des champions ou du marais aux scorpions. Plus importante encore, la notoriété de ces livres, comme celle des versions boîtes dites basiques et expert set de Donjons et Dragons au début des années 80, ont marqué le public par une esthétique caractéristique si évocatrice des pulps américains, sorte de cristallisation de thématiques graphiques geeks, qui, plus de 30 ans après, continue à avoir cours. Ok, c'est beaucoup de mots compliqués pour dire un truc simple. Cette esthétique a fait les beaux jours des couvertures de romans d'Eric Fantasy, des magazines, de jeux vidéo, des intérieurs des jeux de rôle papier ou des jaquettes des CRPG. En fait, comme d'autres éléments, ces aventures solitaires sous forme de livres-jeux décrivent une culture alors émergente. Le LDVLH, c'est une expérience sociale, tout à fait. Pour toi, ça l'a toujours été. Mais moi je l'ai vécu à la fois seul et à la fois en binôme, on va dire. J'avais un meilleur ami à l'époque et on était vraiment à fond là-dedans et on lisait ça. On lisait pas vraiment les livres ensemble, bah, l'aventure ensemble, la même aventure ensemble, ça nous arrivait, mais c'était plutôt qu'on lisait chacun un bouquin de son choix, de son côté, mais on était dans la même pièce, on était ensemble et on partageait les émotions. Voilà. L'expérience strictement solitaire du LDV-LH est un fantasme récurrent, carrément, toi. Tu vas jusqu'à dire que c'est un fantasme. Je veux que tu donnes tes sources. Donne-moi tes sources. Ah, il fait soif. Et pour rappel aujourd'hui, c'est une fruit défendu. Voilà, une fruit défendu. Une de mes bières préférées, un de mes classiques. Pour moi, c'est la bière rassurante. Alors, on continue. Et pour ceux qui débarquent, je rappelle qu'ici on est dans la petite heure théorique et ici je vous fais un focus, une lecture commentée d'un bouquin qui s'appelle L'histoire du RPG, passé, présent et futur de Raphaël Lucas, écrit en 2013 ou 2014. Je vais vous le dire finalement parce que 2014, voilà, édition Pix and Love. Parce que l'auteur, on va l'interviewer vendredi parce qu'il a écrit un autre bouquin qui est celui-ci, Enquête des livres dont vous êtes le héros, qui retrace l'histoire plus spécifiquement des livres dont vous êtes le héros. Et ici, je vous lis l'extrait sur le livre dont vous êtes le héros dans l'histoire du RPG vidéo. Voilà. Et je disais que un point qui me paraissait vraiment intéressant, c'était de savoir, de poser la question de l'œuf ou de la poule sur le jeu textuel et le livre dont vous êtes le héros qui s'est inspiré de qui et à quel niveau. Parce que je pense qu'il y a des inspirations réciproques. Voilà, mais c'est pas toujours clair de savoir qui, quoi, comment. Ça pourrait être intéressant. On a en couverture le supplément des livres de sorts de la série Sorcellerie qui à l'origine était sorti séparément. En français, n'a jamais existé, il a toujours été accolé au bouquin en lui-même, quoi.
Alors, j'étais où? L'esthétique, CRPG. D'ailleurs, il dit les CRPG, mais je suppose que c'est les Computer RPG. J'imagine que c'est ça que ça veut dire. C'est, je pense. Alors, un pas en avant. Un pas en avant. Système de règles. Voilà, c'est là que ça devient technique, c'est là que ça devient intéressant pour nous. Système de règles pour simuler une réalité. Univers crédible, interprétation par les joueurs de personnages imaginaires, mise en place d'un vocabulaire dédié et d'une imagerie descendante en ligne directe des pulps. Le jeu de rôle papier n'installe ses codes et son langage qu'à la toute fin des années 70. Si ce divertissement se popularise et évolue avec les années tendant vers le rôle pur, ici de Vampire la Mascarade 91, jusqu'à se passer des dés, là il cite Ambre 94, ou bien vers le jeu de plateau avec cartes, ouais, 3e édition de Warhammer Fantasy Roleplay, ouais, ok. J'ai pas aimé cette édition, mais effectivement. Les fondements, eux, demeurent. Auteur d'un ouvrage sur la philosophie du jeu vidéo, Mathieu Triclot explique ce que fait le jeu de rôle au sens restreint, c'est, il me semble, de réguler cet immense continent où l'on fait semblant d'être ceci ou cela. J'ai l'impression qu'il y a un noyau dur qui définit le jeu de rôle classique, le système de points d'expérience et la définition du personnage par un ensemble de caractéristiques. La séparation des joueurs et du maître de jeu et un gameplay qui se centre sur l'exploration de l'espace. Il faudrait ajouter à tout cela le système de combat avec les dés et les tirages aléatoires. Autour de ce noyau de règles s'inventent plusieurs manières de jouer. Et sur ce noyau, on pourra y revenir longtemps et avoir des grandes discussions sur ça, mais effectivement, c'est une bonne base. Dès 1974, dès la sortie de Donjons et Dragons, alors même que l'idée du jeu de rôle est encore en construction et n'est pas encore entièrement structurée, les universités américaines voient émerger de multiples adaptations sur leurs ordinateurs en réseau. Et d'ailleurs, dans Enquête, si j'ai bonne mémoire, il me semble qu'il dit que Andrew Chapman, donc c'est un des auteurs des Défis Fantastiques, hein, avait fait ce genre de truc. Ce genre de logiciel adapté de Donjons et Dragons, quoi. Si j'ai bien compris, peut-être ma mémoire me joue peut-être des tours. Donc ces adaptations de leur mécanique vont établir les codes et normes du RPG micro et console, avec le tour par tour comme principal outil d'interaction et de dialogue avec la machine. Là, c'est clairement l'apport du jeu de rôle, quoi, le tour par tour. Ah, j'ai sauté peut-être une page. Ah non. Oh, sérieux, c'est la fin du chapitre? C'est déconné, ça. C'est vraiment la fin du chapitre, j'ai l'impression d'avoir sauté une page, non, même pas. C'est bizarre, ça se termine de manière abrupte. C'est moi qui ai lu de manière trop pouf. Mais oui, donc, ce que je comprends, moi, ici, c'est que dans l'histoire du RPG vidéo, que ce soit d'ordinateur ou console, on a deux éléments importants, un du jeu de rôle et un du livre dont vous êtes le héros, qui participent à son élaboration. Dans le jeu de rôle, on a le tour par tour, l'aspect règle aléatoire et de combat tour par tour, avec le lancer de dés, le fait de soumettre le combat à un aléatoire. Je me souviens par exemple que dans... ça a dû arriver dans d'autres, mais c'est parce que c'est celui-là qui me revient en mémoire. Il y avait, je crois que c'était Neverwinter Night, le jeu vidéo. Je pense que c'était un MMO, une bonne mémoire. Et on voyait, quand on était en combat, on voyait le résultat du dé qui s'affichait. C'était un peu spécial, mais on voyait de 1 à 20 combien on avait fait sur le dé. Bah oui, le D20, c'est Neverwinter Night. De toute façon, c'est un univers Donjons et Dragons. Hein, mais oui, voilà, dire jusqu'à encore aujourd'hui, la mécanique même de Donjons et Dragons, les règles de combat, ont presque gravé dans le marbre l'architecture du combat du RPG, quoi. Voilà, et pas que, hein, il y a la montée en niveau aussi, l'expérience, tout ça. En fait, ce sont des choses qui nous semblent aujourd'hui tellement courantes, tellement communes, mais on se rend pas compte que c'était la révolution du jeu de rôle, quoi.
Salut les gars, salut tout le monde. Et le point qui vient donc du livre-jeu, du livre dont vous êtes le héros, c'est l'arborescence. Mais ce qui est pas clair, et c'est pour ça que je vais en reparler vendredi avec lui, ce qui est pas clair, c'est finalement, et pourquoi ne pas dire que le RPG s'est inspiré plutôt du jeu textuel et dire qu'il s'est inspiré du livre dont vous êtes le héros. Pourquoi? Parce que le livre dont vous êtes le héros a peut-être augmenté l'expérience textuelle. C'est peut-être ça l'idée. Si je dois lire entre les lignes, c'est peut-être ça qu'il veut dire. Mais c'est le fait, le renvoi de paragraphe, peut-être. Parce que ça, c'est ce qu'il dit, hein. Il dit, attends, une trentaine d'années, ouais, c'est juste une lecture qui amenait au-delà de la lecture, ouais. Une lecture qui amenait au-delà de la lecture. Ça, c'était le propos de Dugas de Deus Ex. Euh, il y avait des choix très primitifs, c'était les premiers pas vers un divertissement interactif grand public. Mais ouais, mais est-ce que ça se limite à ça? Est-ce que de dire finalement que le livre dont vous êtes le héros n'est pas l'interactivité, mais en est la première pierre dans le contexte du RPG, dans l'histoire du RPG? Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? J'essaie de retrouver la phrase exacte. Ouais, parce qu'il dit, voilà, piochant, ouais. Il dit, donnez vie de manière. Si l'idée était dans l'air chez tous les éditeurs de jeux de rôle, ce sont Jackson et Livingstone qui ont réussi à lui donner vie de la manière la plus efficace en piochant dans les mécaniques de jeux d'aventure textuels sur ordinateur ainsi qu'en inventant un langage ludique bien à eux. Voilà, c'est là que ça se pose. Ils ont inventé un langage ludique bien à eux. Renvoie à un autre paragraphe numéroté après chaque décision. Choix donnant l'illusion d'une certaine liberté d'action. Ah voilà. Voilà, on est dans ça. Choix donnant l'illusion d'une certaine liberté d'action. Récit à la deuxième personne, vous, sous-tendant l'idée d'un dialogue constant entre le livre et le joueur, et surtout représentation à la première personne de chaque scène illustrée, ce qui vaudra aussi est-ce qui veut dire que dans l'RPG, on aura tendance à développer aussi des jeux avec vue à la première personne, parce que ce procédé fonctionnait et était utilisé dans le livre dans le Play Hero. C'est pas clair, c'est noté, mais c'est pas clair que c'est ça à 100%. J'aurais voulu plus d'infos, plus d'exemples, pour me dire oui, c'est bien ces éléments-là. Donc c'est ça que je dirais vendredi prochain. Moi, je pense que je vais l'occuper un petit moment avec cette question-là de ce croisement jeu vidéo et apport du livre dont vous êtes le héros finalement. Qu'est-ce que l'un a apporté à l'autre et vice-versa. Voilà. Ce qu'il dit en piochant les mécaniques du jeu d'aventure textuelle, mais il dit pas vraiment quelle mécanique. Parce qu'il en reparle après du jeu textuel, mais pas avant. Ouais, ici, on a Elisa. Là, il remonte l'histoire du jeu narratif. Là, il refait un petit retour en arrière aussi de temps en temps quand il est là-dessus. Ici, il y a voilà, un extrait de Colossal Cave. Hein. Ici, il dit l'ancêtre de tous les jeux d'aventure, mais ça a été remis en question. On a vu qu'il y avait d'autres jeux avant Colossal Cave hein, qui étaient du même genre. C'est difficile de retrouver l'origine vraiment c'est quand c'est un truc qui est fabriqué dans la cave de Monsieur Jean-Jacques, professeur à l'université de Chloubidou, c'est compliqué de retrouver toujours l'origine. Ouais, ici on a des. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a une ébauche de. Voilà. Les explications de Grigory Yop sur le fonctionnement de Hans Wumpus, qui est aussi un jeu textuel, ainsi que listing du jeu en basique. Et on a des paragraphes. Vous les voyez peut-être très brouillés, mais je pense que vous pourrez reconnaître des petites arborescences, des mini-arborescences avec des petites grappes. Mais en fait, c'est exactement ce à quoi vous pensez. C'est des chiffres avec des ronds et des flèches voilà. C'est ça. En tout cas, spontanément, c'est le genre d'architecture qui est venu à l'esprit de la personne qui a créé Hans the Wumpus. Donc on a la petite affiche ici. Avec la carte, et de nouveau cette prépondérance de la carte géographique qui aide
grandement à la narration, quoi, à la création du scénario et à la narration en branchement. Alors, je vais un peu passer en revue ce que vous racontez dans le chat, hein, parce que voilà, j'ai lu mon passage, je suis parfaitement à l'heure, Sam va être un petit peu en retard, donc voilà, on est à l'aise. Donc, qu'est-ce que vous racontez, les gars? Qu'est-ce que vous racontez? Plein de trucs, hein. Il y a Dan qui a débarqué aussi, salut, il y a Jixman, Fianchetino, salut tout le monde. Alors, Neverwinter Nights, c'était un jeu de rôle solo aussi. Bah oui, c'était comme lui, c'était un cadre de, comment on appelle, un cadre de campagne de Donjons et Dragons. Si. Il y a effectivement un MMO, Neverwinter, ensuite, c'est ça. Donc il y avait d'abord un jeu vidéo solo et puis un MMO, et moi c'est au MMO que j'ai joué. Pas longtemps parce que j'ai horreur de ces trucs. J'ai horreur de ça. Je tiens pas très longtemps sur un MMO, j'aime pas beaucoup ça. Sur un RPG classique non plus, en fait. Ça, c'est mon grand problème. Je, je m'ennuie vite avec les jeux vidéo, c'est dommage. J'aime bien jouer avec d'autres personnes, en fait. Quand je suis pas tout seul, ça va. Mais quand je suis tout seul, franchement, j'ai tendance à m'ennuyer très vite. Premier Life Harry 14, content d'être parmi vous. Bah, désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt, mais soit le ou la bienvenue parmi nous, et surtout amuse-toi bien. Ici, on vient de terminer la petite heure théorique, enfin tout doucement, et on va, quand Sam va arriver, Sam c'est un de mes partenaires, hein, Sam Snackbar. On va recommencer le tome 1 de l'épée de légende qu'on a foiré magistralement la fois dernière. Ah, tu vas recevoir Aria, Jixman. Bah, on en dit souvent du bien. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un en dire du mal, donc ça doit être une belle référence, quoi. Aria, notre ami Fibre Tigre, hein. Ah, c'est très bon, ça, faire jouquiner. Pardon. Ouais, ouais, ça fait, on peut pas tout jouquiner, hein. La lecture a un temps, et les livres ont un certain nombre de pages, et ça démultiplie le temps, et le temps n'est pas infini. Quel est ce livre? Belles illustrations. Tu parles du livre que j'étais en train de lire. Donc oui, je l'avais présenté évidemment en début et en milieu de stream. Et si tu veux, je refais une présentation. L'histoire du RPG. Voilà, passé, présent et futur. Euh, à voir sur le site de l'éditeur, il n'est plus édité. Il se trouve d'occasion, mais cher. Voilà, le moins cher, je pense que j'ai trouvé, c'est 44 € sur la Fnac. Sinon, on peut aussi le trouver plus cher. Donc, c'était un chouette bouquin qui était paru en trois éditions. Je crois que je peux vous montrer ça. Voilà, c'était chez Pix and Love Édition. On pourra peut-être demander à Raphaël Lucas vendredi si, y a un projet de réédition ou quoi. Donc effectivement, c'est l'histoire du RPG et on vient de lire un chapitre qui concerne l'implication des livres dont vous êtes le héros dans l'histoire du RPG. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est du beau bouquin, c'est du papier glacé, c'est sympa, c'est un peu problématique quand il y a beaucoup de lumière parce que voilà, tu es obligé de jongler avec ta page parce que ça se reflète, quoi. Mais, euh, mais c'est solide, hein, c'est solide. L'histoire du RPG, ça c'était sur le site de l'éditeur. Épuisé, voilà. Il était à 32,90 €, épuisé. euh, et comme je disais, sur la Fnac, hein, on peut le trouver. Voilà, et 50 €, 44,50 €. On peut aussi le trouver sur Amazon encore plus cher, hein, 60 €. Voilà. Il a eu plusieurs couvertures. On a une critique ici sur Sens Critique, hein. Voilà. Donc si vous voulez aller jeter un œil, faites-vous plaisir. Allez voir au moins la critique sur Sens Critique. Vous procurez le bouquin, bah falloir acheter d'occasion, trouver une bonne affaire ou être prêt à mettre un certain prix. Voilà, voilà. J'attends maintenant. Qu'est-ce que je disais, moi? Je disais.
Je disais que je regardais le chat un petit peu, ce que vous racontiez. Euh, alors, je te partagerai sur le Discord l'article que Raphaël Lucas a écrit pour le site Gamecult qui traite de la création du jeu vidéo Dark Souls. Je me demande si je l'ai pas lu, mais, ou alors j'en ai lu un autre de quelqu'un d'autre, mais ça me dit quelque chose. Et son inspiration des livres dans le héros, est-ce que c'est dans celui-là où il parle un peu plus de justement de son amour pour sorcellerie? Mais effectivement, repartage-le moi parce que c'est toujours intéressant. Encore une histoire de doigts. Ouais, cette histoire de doigts, franchement, j'ai fait du Dreamland et du Tulu en jeu de rôle. Ah oui. Dreamland, ça me dit rien, c'est Dreamland, ça je ne connais pas. Mais l'influence est assumée par l'auteur, c'est beaucoup plus facile. Ah oui, je pense qu'il y a une photo qui a circulé, où on le voit, on voit le créateur de Dark Souls, on le voit en photo avec une dédicace de Yann Livingstone, je sais plus quoi, un truc comme ça. Je crois qu'il y a une photo comme ça qui a circulé.